faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. 12 jours déjà que la désobéissance civile lancée par l'opposition ivoirienne est entrée dans sa phase active. Quel est le bilan à mi-parcours de cette contestation qui secoue la Côte d'Ivoire? Comment interpréter la trajectoire offensive empruntée par le FPI, dont le candidat a lui aussi décidé de boycotter le scrutin présidentiel tel qu'organisé? Et l'opposition dispose-t-elle de moyens légaux susceptibles de contraindre le pouvoir au report de la présidentielle à 8 jours du scrutin du 30 octobre prochain? Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, nous reçoit pour en parler. Pascal Affi-N'Guessan, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous accorder du temps, ici donc au siège de votre parti, pour discuter justement de ces points clés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, cela fait pratiquement 12 jours que la désobéissance civile, donc depuis le meeting du stade Houphouët-Boigny, le 10 octobre dernier, est entrée dans sa phase active. Est-ce qu'on peut en faire un bilan partiel à l'heure actuelle? Oui, le bilan, évidemment, c'est le moment de le faire. À une dizaine de jours du 31 octobre, nous devons dire que le bilan est globalement positif par rapport à l'objectif que nous nous sommes fixés d'empêcher que le processus électoral actuel soit mené jusqu'à son terme, c'est-à-dire dans des conditions qui ne prennent pas en compte les revendications de l'opposition, qui apparaissent comme un passage en force de M. Alassane Ouattara. Dans de nombreuses localités, et les manifestations de désobéissance civile ont eu lieu presque dans tous les départements. Ces manifestations se sont traduites par plusieurs empêchements de circulation pour empêcher les convois du gouvernement de rallier les points de distribution des cartes électorales. Dans plusieurs localités, la distribution de ces cartes électorales sont perturbées, voire même interrompues. Cela a amené dans 17 départements au moins les autorités locales à délocaliser les cartes électorales dans les brigades de gendarmerie, ce qui montre bien que la distribution est difficile. Il y a des bureaux de commission électorale locale qui ont été fermés. Donc, nous considérons que le message, le mot d'ordre a été entendu, est mis en œuvre de façon effective, et cette opération va s'étendre à l'ensemble du pays. Malheureusement, il faut le déplorer, nous avons connu des pertes en vies humaines, parce que face à cette détermination des Ivoiriens, le régime a répondu, a réagi par un usage abusif, disproportionné, illégal et illégitime de la violence à travers des groupes de miliciens qui sont convoyés dans des localités ciblées pour s'attaquer aux manifestants aux mains nues. Nous avons, à ce jour, on peut dire que depuis que M. Ouattara a décidé d'être candidat, nous sommes à une 50aine de morts, dont une vingtaine depuis donc, le 10 octobre dernier. C'est une situation difficile, dangereuse. En dehors des morts, il y a de nombreuses destructions de biens matériels. Et je crois que sur les réseaux sociaux, toutes ces violences-là sont régulièrement, je dirais, exposées. Les agressions, l'usage d'armes à feu par des hommes non assermentés. Et donc, le peuple ivoirien fait face à un grave danger, à une grosse menace, mais il reste déterminé parce que ce qui est en jeu, c'est véritablement la démocratie dans notre pays, c'est l'avenir de notre nation, et nous sommes déterminés à poursuivre l'opération de désobéissance civile jusqu'à la victoire. Ok, certainement. Ce que l'on remarque aussi, c'est que
ou que certains de vos partisans tendent à déplorer, c'est ce qui apparaît comme une sorte de manque de coordination des mouvements. Je veux dire, lorsqu'une région se lève, les mouvements ne se font pas de façon forcément homogène, ne se font pas de façon concomitante. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement dans la stratégie de l'opposition? Par exemple, nous subissons actuellement une crise au niveau de Dabou. Ailleurs, c'est relativement calme, mais c'est notre région qui est traversée donc par des violences. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mener un mouvement ensemble? Les régions n'ont pas les mêmes réalités. Alors, chaque région a sa réalité. L'opposition a une présence qui est variable selon les régions. Donc les régions qui sont mobilisées, qui sont déterminées, où l'opposition est fortement représentée, d'autres où l'opposition l'est moins. Donc c'est toujours par rapport aux considérations locales. Par exemple, Dabou, il y a toutes ces violences parce que la localité n'est pas très éloignée d'Abidjan. Donc le pouvoir a plus de possibilités de convoyer les miliciens. Parce que ce sont les miliciens qui créent la mort sur les routes. Donc, on voyait les miliciens, ce qui n'est pas le cas si des manifestations se déroulent, par exemple, à Kounfao, où il y a aussi des manifestations. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ces manifestations-là se poursuivent et s'intensifient. C'est une lutte de longue haleine, il faut que nous le sachions, que c'est une lutte de longue haleine, mais ce qui est important, c'est que le pouvoir ait à gérer cette situation et que nous, au bout du processus, que ce soit la démocratie, que ce soit le peuple ivoirien qui triomphe. C'est ça qui me paraît essentiel. D'accord. Alors, je pense que tout à l'heure, j'évoquais dans le déroulé donc, des sujets à aborder au cours de cet entretien la question du changement de stratégie à votre niveau. Là, on a connu jusqu'à présent un Pascal Afenguessan qui était défenseur de la thèse de participation aux jeux politiques. Pascal Afenguessan, justement, ce qui faisait, croit-on, le hic avec vos camarades en face, de l'autre côté du FPI, qu'on appelle la fronde, vous plaidiez toujours pour une présence dans le jeu politique, et là, subitement, alors que vous êtes déclaré éligible par le Conseil constitutionnel, vous décidez de vous retirer, à l'instar du PDC-RDA, vous adoptez une ligne de boycott qui est assez surprenante, et vous êtes perçu comme l'un des acteurs les plus radicaux de l'opposition ivoirienne, alors que vous étiez considéré comme l'un des plus modérés, justement. Qu'est-ce qui explique ce qui peut apparaître comme un changement? Mais nous nous adaptons à la position de l'adversaire. Voilà. Donc nous ne nous radicalisons pas. Si la situation exige un certain niveau de riposte, nous nous adaptons à la situation. Aujourd'hui, le pouvoir ne nous laisse aucune ouverture, aucune possibilité. Il faut s'adapter. Voilà. S'il y a une possibilité de dialogue, nous dialoguons. S'il n'y a pas de possibilité de dialogue et qu'on nous ferme toutes les portes et que le pouvoir veut faire un passage en force, nous nous ajustons au niveau de l'action du gouvernement. Donc, je crois que les gens devraient comprendre ça, que notre posture est proportionnelle à l'action que le gouvernement déploie. Voilà. S'il baisse l'attention, s'ils décident de rester, de renouer avec le dialogue, ils vont voir que nous aussi, nous allons nous ajuster à ce dialogue-là. Voilà. Donc nous ne pouvons pas rester dans une posture ancienne alors que le défi se situe à un autre niveau. Voilà. Ce serait nous-mêmes une forme de démission par rapport à la lutte. Or, nous ne démissionnons pas. Notre objectif reste le même. Si nous pouvons le réaliser en négociant, en dialoguant avec le pouvoir, nous sommes dans le dialogue. Mais si nous devons le réaliser en désobéissant, nous sommes pour la désobéissance civile. Donc il appartient au pouvoir de choisir à quel niveau il souhaite que nous rentrions en contact. Est-ce qu'il souhaite que ce soit dans le dialogue? Est-ce qu'il souhaite que ce soit dans la confrontation? Dans tous les cas, nous serons là parce que nous n'envisageons pas de renoncer à notre objectif. Nous n'envisageons pas de renoncer à notre ambition de construire la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous ne renonçons pas à notre ambition de lutter contre la dictature. Et donc, notre objectif est clair et net. Il appartient au pouvoir. Nous irons là où il souhaite que nous allons. Nous irons jusque là où il souhaite que nous allons. Ça, je l'ai déjà dit au cours d'une conférence de presse.
D'accord. Dans le même temps, certains estiment que vos propos qui sont le durcissement de votre ligne observée ces derniers jours est faite pour vous accommoder justement de ceux qu'on appelle les Gors, les Babouriens, qui tiennent une position plutôt radicale et là on vous sent un peu plus proche d'eux dans la manière de percevoir la chose politique. Bon, moi, pour le moment, dans la phase actuelle, je ne les ai pas encore entendus, donc je ne veux pas savoir. Mais ce n'est pas aller vers les gosses. Non, mon combat n'est pas un combat de go. Voilà. Mon combat est pour la Côte d'Ivoire. Et ce sont les intérêts du pays qui me préoccupent. Si des gens, des Ivoiriens, partagent ce combat et, disons, se joignent à notre lutte, donc on continue. Actuellement, il y a une plateforme de partis politiques de partis qui sont engagés dans ce combat, nous combattons. Donc je ne cherche pas à m'inscrire dans certaines logiques. Nos camarades dont vous parlez, aujourd'hui je les vois à un certain nombre de conférences de presse, nos rapports ont totalement changé. Là, ils sont plus ouverts, nous commençons à sympathiser, mais je ne fais pas ça pour faire plaisir aux gars ou bien pour dire que je fais la même chose qu'eux. Parce que je le fais parce que c'est le moment de le faire, je le fais parce que le pouvoir en face nous contraint à le faire. Si le pouvoir change de position, moi je change de position. Donc ce n'est pas pour faire plaisir aux gars ou pour dire que moi aussi je fais comme eux. Non, non, ce serait trop facile. La situation que nous vivons comporte des risques importants. Vous savez bien que mon domicile à Bongouanou a été incendié. Nos vies sont en danger. Il y a des Ivoiriens qui perdent la vie. On ne peut pas me faire l'injure de dire que je fais tout cela parce que je veux faire plaisir à un groupe politique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le sujet dont on parle, mais qu'avec la nouvelle tendance qui se dessine sur le plan politique, que Pascal Affi-N'Guessan et ceux qu'on appelle les Gors ou les inconditionnels du camp Gbagbo, l'unification va finir par s'imposer à tous, du FPI, je veux dire. Oui, je l'espère. Hein. Je constate qu'il y a un rapprochement. Je constate que beaucoup de responsables de la dissidence sont accessibles, sympathisent avec nos camarades. Donc, nécessairement, cela devrait se traduire par la fin de la belligérance dans notre propre camp. Et si les circonstances le permettent, par la restauration de l'unité du parti. J'en suis convaincu. D'accord. Alors, l'on évoque, ou c'est sûr qu'il pourrait y avoir des arrestations contre les leaders de l'opposition, surtout ceux qui sont donc à la tête du mouvement de désobéissance civile. Je parle entre autres de vous-même, du président Henri Konan Bédié, qui est sur place à Abidjan, en train donc de mener la contestation contre le régime du président Ouattara. Personnellement, est-ce que vous craignez d'être arrêté pour vos convictions politiques, pour la ligne dure que vous adoptez? Non, quand on décide d'engager un tel combat, c'est qu'on a réglé la question des arrestations, la question de la peur, et je dirais même la question de la mort. Voilà, c'est qu'on l'a réglé dans sa tête. Donc, nous ne nous sentons pas concernés par ces arrestations ou ces menaces. Nous savons que nous avons un travail à faire, nous avons une mission à accomplir, nous avons un combat à mener. Et ce combat, nous ne le menons pas pour nous-mêmes, nous le menons pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, nous inscrivons dans cette voie. Et puis, bon, que ceux qui se sont donnés pour mission d'arrêter, de martyriser, fassent leur travail. Voilà. C'est l'histoire qui nous jugera, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui nous jugera. D'accord. Pascal Affi-N'Guessan, à l'heure actuelle, ne craint pas grand-chose. Vous êtes mentalement prêt, préparé pour... Oui, moi j'ai déjà réglé ce problème dans ma tête. Je ne suis pas du tout concerné. Bon, j'entends, il y a des messages et même des émissaires qui sont envoyés, mais bon, je ne me sens pas concerné par ça. Voilà. Parce que c'est l'histoire et je dirais le destin qui nous met dans cette posture
à ce moment précis. Et ce combat, nous avons décidé de le mener. Nous le menons parce que la Côte d'Ivoire a besoin de cela. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester éternellement dans un régime de dictature, dans un régime de mauvaise gouvernance, dans la violence et dans la division. Il faut mettre fin à ça. Et si nous nous sommes engagés en politique, c'est pour faire avancer la Côte d'Ivoire qualitativement, aussi bien la qualité des hommes, la qualité des institutions, la qualité de la gouvernance, pour que ce pays-là puisse tirer profit du potentiel énorme dont il dispose, et que chaque Ivoirien demain soit fier d'avoir un grand pays, d'appartenir à une grande nation. Ce sera notre ambition. Et cette ambition, c'est celle que nourrissent tous les hommes sur cette terre, là où ils se trouvent, dans la communauté à laquelle ils appartiennent. Nous ne sommes pas là uniquement pour manger, boire et jouir des fruits, nous sommes là pour construire, pour faire avancer l'humanité. Et je crois que c'est la mission que Dieu nous a donnée à nous tous sur cette terre. Chacun doit se donner cette tâche, pour qu'à la fin de la journée, je dirais au soir de sa vie, il puisse dire, quand la question lui est posée, qu'est-ce que tu as pu apporter à ton pays, comment tu as vécu, tu puisses dire que je n'ai pas vécu inutile, j'ai apporté une pierre à l'édification de la nation ivoirienne, à l'émancipation du peuple ivoirien. C'est cela qui nous motive, c'est ça qui nous mobilise. Et par rapport à cela, nous sommes inflexibles, notre volonté est ferme, quelles que soient les menaces qui vont se trouver. Et c'est ce que tous les hommes qui ont fait progresser leur pays, qui ont fait progresser leur peuple, ont fait à travers le temps et à travers la planète. Revenons sur la question du dialogue entre vous et le pouvoir en place à Abidjan. Hier soir, je vais parler du mercredi 21 octobre, le gouvernement, à travers un communiqué, a proposé donc à l'opposition d'engager un dialogue, notamment avec le président du PDCI, RDA, qui est le leader de la plateforme de l'opposition contestataire, et également de réformer la commission électorale, qui est l'une des principales revendications de l'opposition. Est-ce que vous pensez que sur le principe de discuter, les choses sont en train d'avancer? Je constate que le gouvernement prend conscience des risques qu'il court. Maintenant, est-ce que ces messages sont sincères? Cette volonté de dialogue constitue une volonté sincère, réelle, ou une forme de diversion, une forme de distraction pour gagner du temps? C'est là, à ce niveau, que se situe la question. Nous, dans tous les cas, nous sommes ouverts au dialogue. Nous avons dit aux émissaires de la mission de la CEDEAO qui étaient venus nous faire connaître que le gouvernement était prêt au dialogue, nous leur avons dit que nous sommes ouverts au dialogue, mais les choses ont changé. Nous n'engagerons aucun dialogue avec le gouvernement sans une médiation, sans une facilitation, parce que la confiance est rompue entre nous. Après tous les meurtres perpétrés par les miliciens, et tous les dégâts matériels, toutes les agressions dont nos militants ont été victimes, la confiance est rompue entre nous et il serait vraiment inimaginable que nous allions nous asseoir devant le chef du gouvernement pour parler de la crise ivoirienne. Nous ne parlerons de la crise ivoirienne, de nos revendications, que dans le cadre d'une facilitation. Ce sera clair et net, et donc nous attendons, la CEDEAO s'est proposé de faire la facilitation, nous attendons que la CEDEAO nous convie à une rencontre, et puis nous irons nous-mêmes ou à travers nos délégués pour parler de toutes les revendications et de la manière dont il faut ramener la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire afin d'organiser des élections transparentes et crédibles. Sinon, pour l'heure, la main tendue du gouvernement, vous ne la saisissez pas tout de suite? Que cette main tendue soit validée par la CEDEAO et nous irons. Mais nous n'allons pas à une rencontre présidée par un quelconque membre du gouvernement. Parce qu'entre le gouvernement et nous, c'est la rupture de la confiance, la rupture même de l'allégeance. Si nous sommes dans la désobéissance civile, c'est contre le gouvernement. Donc ce gouvernement-là ne mérite pas que nous nous asseyons
face à lui pour parler de la crise. Nous serons face à lui s'il y a un médiateur qui conduit les négociations entre le gouvernement et nous. Vous évoquiez hier, au mercredi 20 octobre, au cours d'une conférence de presse de l'opposition, donc à la maison du PDC-RDA, la possible formation d'un gouvernement de transition au cas où le blocage persistait et qu'au 30 octobre, M. Ouattara était proclamé vainqueur de la présidentielle. Quand vous parlez de gouvernement de transition, à quoi est-ce que vous faites allusion de façon plus concrète? Est-ce qu'on peut avoir une meilleure lisibilité sur le sujet? Évidemment, étant donné que le pays doit disposer d'un gouvernement et que le mandat de M. Ouattara prend fin le 31 octobre, s'il n'y a aucune élection, puisque ce qui est en train de se dérouler ne représente pas une élection pour nous, étant donné les conditions dans lesquelles cela se déroule, étant donné les blocages, l'impossibilité de distribuer les listes électorales, le désaccord sur la commission électorale indépendante. Commission électorale indépendante qui a été déclarée caduque par 2 arrêts successifs de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc cette commission-là, elle est illégale, elle est caduque, elle n'a pas le droit, cette commission, d'organiser des élections, et nous ne reconnaîtrons pas les activités menées par une structure qui est internationalement reconnue comme caduque. Donc à partir de ce moment, nous ne considérons pas qu'il n'y a pas d'élection. Parce que les élections auront lieu quand nous nous serons mis d'accord sur la commission électorale indépendante, quand nous aurons mis en place une commission électorale indépendante conforme aux standards internationaux, quand nous aurons réglé les autres revendications de l'opposition. Si elles ne sont pas réglées, ces revendications avant le 31, il faudrait bien qu'il y ait un gouvernement. Et dans ce cas, nous appellerons la classe politique à la formation d'un gouvernement de transition, celle qui va conduire l'assainissement de l'environnement, celui qui va conduire l'assainissement de l'environnement politique et organiser des élections transparentes avec des institutions crédibles dans un délai que la transition se sera fixée. Moi, j'ai envie de soulever une préoccupation avec vous, celle de la faisabilité de ce projet. Certes, vous en avez fait l'annonce. En 2010, on a connu un tel schéma avec l'actuel pouvoir, mais qui était soutenu par la communauté internationale, avec l'ONUCI qui était présente en Côte d'Ivoire et qui était donc chargée de sécuriser ce gouvernement qui était logé à l'hôtel du Golfe. 10 ans plus tard, vous envisagez une pareille situation alors que vous semblez, je ne dirais pas négligé, mais peut-être pas soutenu par l'extérieur. Comment est-ce que concrètement cela peut être possible? Parce qu'elle a fait décent de dire qu'aujourd'hui l'opposition va se retrancher quelque part pour faire un gouvernement parallèle. Non, mais en 2010, je ne sais pas d'un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, nous l'avons connu en 99-2000. C'est en 2000 que la Côte d'Ivoire a connu un gouvernement de transition. Et donc nous n'avons pas besoin d'une communauté internationale. Pour former un gouvernement, on n'a pas besoin de la communauté internationale. Elle a peut-être de l'armée non plus. Mais c'est d'abord pour les Ivoiriens que nous faisons le gouvernement de transition. Et c'est la volonté des Ivoiriens qui préside, avant même d'envisager une quelconque reconnaissance internationale, il y a d'abord la volonté des Ivoiriens. Et s'il n'y a pas de gouvernement dans le pays, il faut bien. En 2000, lorsque feu le général Guéhi Robert formait son gouvernement, il n'a pas demandé l'autorisation de qui que ce soit. Lorsqu'il prenait le pouvoir, il n'a pas demandé l'autorisation de qui que ce soit. La communauté internationale a pris acte de la volonté populaire, a pris acte de la réalité politique en Côte d'Ivoire et donc a travaillé avec ce gouvernement afin que la transition se déroule dans un délai conforme aux règles et que le contenu de cette transition permette à la Côte d'Ivoire d'avancer. Donc nous serons dans la même situation, à savoir que le pays n'ayant pas de gouvernement, la classe politique s'est rassemblée pour se doter et pour doter le pays d'un gouvernement de transition, c'est-à-dire un gouvernement qui aura une mission précise dans un délai bien limité
mission qui doit consister à assainir le cadre juridique et institutionnel des élections. Si la transition veut aller au-delà et opérer la réconciliation nationale qui est attendue par tous les Ivoiriens et auquel se refuse le gouvernement actuel, la transition peut le faire, appeler par exemple à l'organisation des États généraux de la République, c'est-à-dire un dialogue politique inclusif au cours duquel nous allons faire le diagnostic de la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire et identifier les causes des affrontements meurtriers qui ont émaillé ces 30 années de vie politique en Côte d'Ivoire, identifier les victimes de ces différentes crises, apporter les compassions, l'apaisement nécessaire à toutes les victimes sans distinction, et puis réfléchir aux réformes politiques et institutionnelles qu'il faut engager pour que la Côte d'Ivoire tourne la page de cette triste période de violence et de conflit et s'engage résolument, durablement dans une ère de paix, de stabilité et de démocratie. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la crise, se trouve la rupture de contrat social. Le fait que les Ivoiriens sont en désaccord total sur la manière de vivre ensemble, sur les règles du jeu politique, sur la répartition de la richesse nationale, sur la place des communautés, de la religion, et d'un certain nombre de caractéristiques du paysage social national, sur cette place-là, dans la République telle que nous la vivons. Donc, il y a une nécessité d'un vrai diagnostic, d'un vrai débat national. Ce pouvoir s'est refusé à cet exercice. Le résultat, c'est qu'à 10 jours d'une élection, nous sommes divisés. Et il y a des affrontements, des morts. Il faut que la transition ait lieu, d'une manière ou d'une autre, et que ce débat national ait lieu de manière à exorciser tous les démons de la division et construire la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous ferons demain, avec ou sans M. Alassane Ouattara. On va terminer avec le dernier chapitre de notre entretien. Parlons justement de la question de l'aboutissement de la désobéissance civile que vous avez lancée. Il ne reste que quelques jours, 10 jours à peu près, avant l'organisation du scrutin, je dirais même 9 jours avant le 31 octobre. Et les Ivoiriens, vos partisans, se demandent toujours, mais vous persistez à dire qu'il n'y aura pas d'élection, vous l'affirmez péremptoire. Je parle de tous les grands leaders de l'opposition politique. Sur quoi comptez-vous alors que, matériellement, on se demande comment, avec l'évolution de la situation sur le terrain, vous pourriez être amené à faire basculer le rapport des forces en votre faveur? Mais nous comptons sur les Ivoiriens. C'est leur cause qui est en jeu. Nous comptons sur vous. Puisque vous êtes Ivoiriens, vous êtes concernés par la lutte. Nous comptons sur tout le monde, tous les jeunes, sur les femmes, sur les communautés, dans leur diversité. Parce que cette lutte-là, nous ne la menons pas pour nous. Ce n'est pas une lutte partisane. On ne mène pas cette lutte pour le FPI, ni pour le PDCI, ni pour les gens du Nord, ni pour les gens du Sud, ni pour les gens de l'Est ou de l'Ouest, ni pour les musulmans, ni pour les chrétiens. Nous menons cette lutte pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de cela. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de rester dans cette situation où un seul individu veut imposer sa volonté à toute une nation. Donc ce combat-là, nous le gagnerons ensemble ou nous le perdrons ensemble. Voilà. Nous prenons la tête du combat, nous lançons les mots d'ordre, mais comme vous le constatez sur le terrain, ce sont les Ivoiriens, dans leur diversité, les jeunes en tête, qui se battent sur le terrain. Et dans certaines régions, ces Ivoiriens même n'ont même pas attendu que nous lancions le mot d'ordre pour se mobiliser, parce qu'ils vivent cette réalité. Et parce qu'ils la refusent, ils la rejettent, ils la combattent, et c'est pourquoi ils sont dans la rue. C'est pourquoi ils prennent des risques. Ces risques qu'ils prennent, ce n'est pas pour faire plaisir au porte-parole de la plateforme, ni à un leader politique. Ces risques, ils les prennent parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin. Il y a des jeunes qui ont une maîtrise peut-être depuis 10 ans, qui n'ont pas eu d'emploi, à cause de la gouvernance, à cause de tous les problèmes qui se posent dans le pays. Il y a des jeunes qui vivent des réalités des réalités souffrantes. Ils sont informés de la gouvernance de M. Ouattara. Ils sont informés de la division du pays. Ils sont informés de la mauvaise gouvernance.
des libertés qui sont bafouées, des institutions qui sont piétinées. Ils sont informés de tout cela et ils rejettent cela. Ils savent que dans les pays voisins, la démocratie progresse, que grâce à la démocratie, ces pays sont en train de prendre de l'avance sur nous. Que par un pays comme le Ghana est aujourd'hui devant la Côte d'Ivoire, parce qu'il a su d'abord sortir de la dictature du parti unique, construire une démocratie de plus en plus mature. Ils savent que le Sénégal est en train de nous talonner, parce qu'au Sénégal, il y a une certaine stabilité, une certaine maturité démocratique. Et ils savent que si la Côte d'Ivoire ne se débarrasse pas de ces personnalités qui sont réfractaires à la démocratie, qui veulent maintenir le pays dans la dictature, nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes. Le pays va s'enliser dans la pauvreté, dans la misère, et qui n'aura aucune perspective pour cette jeunesse. C'est pourquoi ils se battent. Et je souhaite que tous les Ivoiriens prennent conscience de cette réalité. Qu'ils ne croient pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le FPI, pour le PDCI ou le RDR, ou bien c'est pour des ambitions politiques, des ambitions partisanes, des intérêts personnels. Non, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour l'état de droit, pour une république moderne, pour la paix, pour l'unité nationale, afin qu'on sorte du tribalisme, on sorte du népotisme, on sorte de la division des Ivoiriens, pour que ce peuple-là soit un même peuple, un peuple solidaire, un peuple uni, un peuple capable de prendre en main son destin, dans l'unité, dans la fraternité. Parce que sans cela, nous passerons notre temps à nous battre. Donc ceux qui créent la division, ceux qui instrumentalisent l'ethnie, qui instrumentalisent la religion, il faut que nous les combattions, parce qu'ils sont le danger de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont la cause de nos malheurs, de notre pauvreté. Nous devons réussir ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble dans la fraternité. Nous devons nous débarrasser de tous ceux qui prônent la division, qui veulent dresser les gens du Nord contre ceux du Sud, qui veulent dresser les musulmans contre les chrétiens. Ce sont des dangers, parce que si nous les suivons, c'est notre propre avenir que nous mettons à danger. Et c'est pourquoi nous nous battons. Donc, même ceux qui jusqu'à ce jour n'ont pas pris conscience de cette réalité et qui se laissent instrumentaliser, c'est à eux aussi que s'adresse le message. Qu'ils comprennent qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe en suivant M. Ouattara dans sa folie meurtrière, en se mettant au service du plan machiavélique de M. Alassane Ouattara. Il faut qu'ils sortent de cela. Tous ces miliciens-là doivent savoir que les actes qu'ils posent, ce n'est pas seulement les victimes. Ceux qui les agressent qui sont les victimes. Eux-mêmes en sont les victimes et en seront toujours les victimes. Il faut sortir donc de cette logique. Il faut abandonner M. Ouattara son seul sort et revenir dans la République, revenir dans la nation ivoirienne en construction, pour que nous nous donnions la main pour construire notre pays. Ok, merci bien Pascal Affi-Descent. Alors on va peut-être terminer. Je vais vous demander ceci avant de conclure. Vous réaffirmez ici maintenant qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020. Il n'y aura pas d'élection puisqu'il n'y a pas d'accord sur le cadre électoral. Nous n'avons pas de commission électorale indépendante. Celle qui est là est caduque, elle est illégale, illégitime. Donc il n'y aura pas d'élection. Quel que soit le schéma qui puisse se dessiner. Quel que soit le schéma, quel que soit ce que Ouattara va dire, quel que soit ce que le RHDP va faire, il n'y aura pas d'élection tant que nous n'aurons pas une commission électorale indépendante, consensuelle, conforme aux standards internationaux, tant que nous n'aurons pas réglé tous les problèmes qui, je dirais, entravent la tenue d'une élection crédible. Merci à vous de nous avoir reçus. Je rappelle que nous étions donc dans cet échange dans le cadre de Talk d'Ivoire TV. Merci également à vous de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et à très bientôt. Merci de l'occasion que vous nous offrez. Merci, Président. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.